Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie du cours de statistique. Nous continuons notre revue des tests qui vont stipuler si oui ou non votre échantillon est issu d'une population qui suit une loi théorique bien connue. Nous avons envisagé dans la capsule précédente de tester un échantillon par rapport à la loi normale et je vous ai dit, c'est le test de Shapiro-Wilk qui est certainement le test le plus efficace pour cette loi-là. Mais il existe un autre test. Et ce test, c'est le test du chi-carré. Et celui-là, il a l'avantage d'être disponible et d'être efficace pour toutes les lois théoriques de probabilité. Alors ici, je vais aborder ce test en vous l'illustrant sur deux lois discrètes. Allez go, c'est parti. Donc, comme d'habitude, vous avez affaire à un échantillon, vous l'avez étudié, vous avez sa moyenne, son écart type, et on aimerait bien extrapoler à la population. Mais pour ça, on doit se dire, tiens, est-ce que mon échantillon est issu d'une population qui suit une loi théorique que je connais? Et en particulier ici, une loi discrète. Alors je vous avais dit, pour le test de la loi normale, il existe plusieurs indicateurs. Le graphique des données, la boîte à moustaches, le coefficient d'asymétrie, le test de Shapiro-Wilk, et on aurait pu également envisager le test du chi-carré, ce que nous n'avons pas fait puisque Shapiro-Wilk est plus efficace pour la loi normale. Ici, par rapport à une loi théorique qui n'est pas forcément une loi normale, je vais devoir oublier pas mal de choses. La boîte à moustaches, par exemple, n'est pas pertinente, le coefficient d'asymétrie non plus, sans parler du test de Shapiro-Wilk. Bref, il va rester deux choses. Le graphique de la distribution des données de votre échantillon, ça va nous permettre de deviner en concertation aussi avec le sujet, bien sûr, le sujet d'étude, de deviner la loi théorique, et puis il y aura une confirmation ou une infirmation de cette hypothèse à travers le test du chi-carré. On va illustrer ça sur deux exemples, mais d'abord je vous parle de ce test du chi-carré. Alors le chi-carré, il se note comme ça, voilà, c'est la lettre grecque qui est élevée au carré, et il va permettre, par cette formule que nous allons utiliser très régulièrement, de mesurer finalement l'écart entre ce qui a été observé dans votre échantillon et ce qui aurait pu être attendu dans une situation idéale, identique, mais version idéale, c'est-à-dire dans la version théorique. Donc nous allons devoir prendre les effectifs de notre échantillon, c'est ce que j'ai appelé effectifs observés. Nous allons devoir soustraire à ces effectifs observés les effectifs idéaux, ceux qui auraient été attendus si votre loi théorique avait été vraiment d'application. On va élever au carré cette différence et on va diviser par les effectifs théoriques. On va faire ça pour chaque effectif et donc on va additionner les différentes contributions. Alors déjà un petit mot, pourquoi une élévation au carré? C'est un petit peu beaucoup d'ailleurs, comme pour la variance. Rappelez-vous, je vous renvoie à la capsule qui vous a mis en évidence la variance. Il y a des différences positives comme il y a des différences négatives, c'est-à-dire que parfois vos effectifs observés vont être supérieurs aux effectifs théoriques, mais parfois ils vont être inférieurs aux effectifs théoriques. Et les différences, si vous ne les élevez pas au carré, risquent de se compenser. Vous risquez d'avoir une fausse impression d'un bon résultat, alors qu'au fond, ce sont des erreurs magistrales peut-être qui se seront compensées. Donc pour éviter ça, on élève au carré tout simplement. Pourquoi a-t-on divisé par l'effectif théorique? Pour garder de nouveau la même dimension, si on peut appeler ça dimension, par rapport ici à votre chi-carré. Alors, je vais illustrer cette formule qui certainement ne vous dit pas grand-chose pour le moment, mais vous allez voir, c'est très simple. Je vais illustrer cette formule sur deux exemples. Et le premier exemple est celui-ci. Je vais lancer une pièce de monnaie et je vais le faire 100 fois. Je vais même faire ça 200 fois finalement, parce que une première fois,
je vais lancer ma pièce une centaine de fois et je suis en train de noter le nombre de piles que j'obtiens et le nombre de faces que j'obtiens. Eh bien, la première pièce que j'utilise, donc j'utilise la même pièce, mais je la lance une fois, je note, tiens, c'est un face. Je la lance une deuxième fois, je note, c'est un pile, etc. Et je fais ça 100 fois de suite. Au total, je remarque qu'avec ma première pièce, j'ai obtenu 43 piles et 57 faces. Bon, ça, c'est mon expérience, c'est ma mesure, c'est comme ça, je n'ai pas à y revenir. Mais je décide de faire ça avec une autre pièce. Donc, de nouveau, cette autre pièce, je la lance en l'air une centaine de fois de suite. Je note le nombre de piles et le nombre de faces. Là, j'obtiens 26 piles et 74 faces. Normalement, j'aurais dû attendre qu'il y ait autant de piles que de faces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de chance, en théorie, le mot est important, d'obtenir pile ou d'obtenir face. C'est-à-dire que sur 2 jetés, en théorie, vous allez obtenir un pile et un face. Sur 100 jetés, ce sera 50 piles et 50 faces. La loi théorique qui est derrière cette affirmation, c'est une loi uniforme discrète. Donc uniforme, je vous rappelle, ça veut dire que la probabilité est la même d'obtenir pile ou d'obtenir face, c'est-à-dire ici 1/2, et il n'y a que 2 possibilités, donc c'est une loi discrète. C'est pile ou c'est face, il n'y a pas une troisième possibilité. Et là, regardez en fait, par rapport à ma première pièce, 43 piles ont été observées et j'aurais dû en attendre 50. 57 faces ont été observées et j'aurais dû en attendre 50. Je ne suis pas très loin de ce que la théorie attendait et me préconisait. 43 par rapport à 50, j'ai une différence de 7. 7 que je retrouve évidemment comme différence entre face ici échantillon et face théorie. Je ne suis pas très loin. Alors, c'est logique de ne pas avoir dans un échantillon exactement la théorie. Ce serait vraiment un coup de paume magistral d'avoir 50 piles et 50 faces si vous faites sans lancer de pièces. Mais, et c'est là toute l'utilité des tests, jusqu'où vais-je pouvoir m'éloigner? Parce que c'est ça au fond. On sait très bien que l'échantillon ne va pas coller exactement à la théorie que l'on devine. Ici, je suppose que c'est une loi uniforme, étant donné le sujet. Ça ne va pas coller exactement, mais jusqu'où puis-je m'éloigner? Parce que c'est ça, au fond, qui est sous-tendu par la question des tests. Jusqu'où puis-je m'éloigner de la théorie? Je sais que je ne vais jamais coller parfaitement, mais est-ce que je peux m'éloigner plus ou moins fortement de ma théorie? Vous voyez bien que par rapport à l'échantillon numéro 1, c'est-à-dire la pièce numéro 1, la pièce numéro 2 va beaucoup plus loin, s'éloigne beaucoup plus de la théorie. Ici, j'ai une différence de 24 et pas de 7 par rapport à la théorie. Alors, je vais tester pour la pièce numéro 1 comme pour la pièce numéro 2 cette théorie, c'est-à-dire cette loi probabiliste uniforme. Est-ce que ma pièce numéro 1 est en accord, tout en sachant que la situation idéale, elle n'est pas atteinte, elle ne sera pratiquement jamais atteinte. Il faudrait, je vous le rappelle, un coup de bol magistral. Mais même si elle n'est pas atteinte, est-ce que je peux dire que oui, ok, c'est dû à ma pièce, mais au fond, si j'avais multiplié et pas uniquement fait sans lancer, mais si j'en avais fait 10 milliards, est-ce que finalement, ça ne se serait pas équilibré et que j'aurais eu 5 milliards de piles et 5 milliards de faces? C'est vraiment ça qui est sous-tendu par les tests. J'ai uniquement 100 données pour mon échantillon, c'est peu. Si j'avais eu plus, en principe, j'aurais dû atteindre de plus en plus ce qui était attendu par la théorie, mais je n'ai pas l'occasion de faire 10 milliards de lancers, c'est une perte de temps. Il va donc falloir que j'utilise les tests pour
finalement me dire, ok, je n'ai pas ce qu'attendait, ce qu'espérait la théorie, mais ça, c'est uniquement lié au petit nombre de données que j'ai dans mon échantillon. Et je pourrais prétendre, si le test me dit c'est en accord avec votre loi théorique, je pourrais prétendre que si j'avais multiplié le nombre de lancers, c'est-à-dire le nombre de données dans mon échantillon, eh bien alors, j'aurais atteint le 50% de la théorie. Donc ça, on va tester ça à l'aide du test du qui carré. Alors, juste un mot, parce que ça va être important pour les autres exemples. Mon effectif théorique, j'imagine que vous n'avez pas bronché, en disant sur 100 jetés, j'aurais dû attendre 50 piles et 50 faces. Mais les effectifs théoriques sont toujours vus comme les probabilités théoriques multipliées par l'effectif de l'échantillon. Donc ici, l'effectif de l'échantillon, ce sont les 100 données, les 100 lancers de pièces. L'effectif de l'échantillon est donc égal à 100. La probabilité, c'est 1 demi, 1 demi. Rappelez-vous, les probabilités sont toujours des nombres inférieurs à 1 dont la somme totale vaut 1. Donc ici, 1 demi, 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 1. La somme de toutes les probabilités vaut bien 1. Et 1 demi traduit que je n'ai pas plus de chance de voir apparaître pile que de voir apparaître face. Alors maintenant, on va tester à travers le test du qui carré. Je teste d'abord la pièce numéro 1. Donc j'ai 43 piles, 57 faces. Je me serais attendu à 50 piles, 50 faces. Comment calculer le qui carré? Eh bien, j'utilise la formule, je prends l'effectif observé pour pile, c'est 43, donc ça fait partie de mon échantillon. 43, c'est relatif à l'observation, à l'échantillon. Je lui enlève l'effectif que j'aurais attendu si la théorie idéale avait été d'application, c'est-à-dire 50 ici. J'élève le tout au carré et je divise par l'effectif théorique, c'est-à-dire par 50. Ça, c'est la contribution pile au qui carré. Maintenant, j'ai la contribution face, qui va me donner 57 moins 50 au carré, le tout divisé par 50. Et je dois additionner ces deux contributions-là. Faites le total, faites le calcul, vous allez obtenir 1,96. Bien sûr, plus le qui carré est petit, et plus votre échantillon se rapproche des résultats idéaux de la théorie. Mais jusqu'où? Pour le moment, on ne le sait pas encore. Donc 1,96, bon, on n'est pas très loin de 0 qui traduirait la situation idéale. Je teste maintenant la pièce numéro 2 par exactement la même formule. Donc, je fais 26 moins 50 au carré, le tout divisé par 50, contribution du pile, et je lui ajoute la contribution du face, 74 moins 50 au carré divisé par 50. Calculette, vous allez obtenir 23,04. Donc on voit bien que là, le qui carré marque par le fait 23 par rapport à 2, hein, il est beaucoup plus grand dans le cas de la pièce numéro 2, il marque donc, et bien sûr qu'on l'avait vu directement, le fait que ma pièce numéro 2 est beaucoup plus éloignée de ce qu'attendrait la théorie. Comment va-t-on maintenant stipuler si oui ou non on peut être en accord avec la théorie? Eh bien, nous avons à faire un tableau, une table du qui carré. Je vous aide à la lire. D'abord, nous allons toujours travailler avec 95% de certitude. Ça va chercher la colonne P.05. Et ensuite, quelle ligne allons-nous devoir choisir? Eh bien, vous voyez qu'il y a un certain nombre de valeurs ici qui sont reliées à V. V, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs, donc de différentes lignes que vous avez dans votre échantillon, moins 1, moins le nombre de paramètres de la distribution théorique que vous allez tester. Donc moi, je suis en train de tester une loi uniforme, une distribution uniforme. Elle n'a pas de paramètres. Je dois donc juste faire le nombre de valeurs moins 1. Le nombre de valeurs ici, c'est 2, puisque j'ai pile ou j'ai face. Donc ça me donne 2 valeurs. Moins 1. 2 moins 1, ça fait 1.
Je vais donc devoir chercher la ligne qui correspond à V égale à 1, ce qui me donne un qui carré théorique de 3,84. Alors, juste un mot. Pourquoi fait-on moins 1? Eh bien, tout simplement parce que la somme des effectifs théoriques est égale à la somme des effectifs observés. Il y a donc un point commun entre l'échantillon et la loi théorique. C'est pour ça qu'on fait moins 1, tout simplement. Donc, je retiens, dans ma table, le qui carré théorique correspond à 3,84. Eh bien, à partir de quand doit-on rejeter la loi? Si le qui carré que vous avez obtenu ici en calculant par rapport à votre échantillon, je vous rappelle que le qui carré de la première pièce, c'est 1,96. Si ce qui carré est inférieur au qui carré théorique, donc ici 1,96 par rapport à 3,84, effectivement c'est bien inférieur, alors ça veut dire que votre échantillon suit bien la loi théorique que vous êtes en train de tester. Donc ma pièce numéro 1, elle est en accord avec la loi uniforme discrète. La pièce numéro 2, par contre, m'a donné lieu à un qui carré de 23. 23 par rapport à 3,84, c'est bien supérieur. Donc là, le qui carré observé est supérieur au qui carré de la table. Ça veut dire que ma pièce numéro 2 ne suit pas la loi uniforme. Autrement dit, elle est truquée parce qu'elle ne peut pas suivre une autre loi. Le jeter d'une pièce, c'est un jeu de hasard. Et le jeu de hasard, automatiquement, est relié à une loi uniforme, qu'elle soit continue ou discrète. Donc ici, à partir du moment où votre loi uniforme n'est pas respectée, eh bien tout simplement, votre pièce est truquée. Voilà, vous ne pouvez pas, normalement, avoir aussi peu de piles par rapport à autant de faces avec une pièce qui n'est pas truquée. C'est ça que ça veut dire. Alors on peut aller un petit peu plus loin et se dire, finalement, je vais faire un essai en disant qu'il y a X piles et forcément 100 moins X faces. Alors pourquoi je dis forcément 100 moins X? Parce que la somme de vos deux effectifs doit donner 100. Vous jetez 100 fois une pièce. Et bien sûr, la somme des effectifs théoriques vous donne 100 également. Ça n'a pas changé. Donc ici, je peux me dire à partir de quand, à partir de combien de piles vais-je pouvoir dire que ma pièce est truquée, oui ou non. Je mets mon inconnu, j'ai jeté ma pièce 100 fois et j'ai obtenu X piles. J'ai forcément obtenu 100 moins X faces. Ce qui veut dire que effectif observé moins effectif théorique, c'est X moins 50 pour les piles. J'élève le tout au carré et je divise par 50. Pour les faces, je dois faire 100 moins X moins 50, ce qui me donne 50 moins X. Le tout est élevé au carré et je divise par 50. C'est la contribution du face au calcul du qui carré. Alors, je développe, c'est de l'algèbre élémentaire. X moins 50 au carré, c'est la même chose que 50 moins X au carré, et ça me donne X carré moins 100X plus 2500. Le tout est divisé par 25, puisque les deux contributions sont identiques, et donc le dénominateur, il est divisé par 2. Et ça, je demande que ce soit égal au qui carré de la table, c'est-à-dire que ce soit égal à 3,84. Comme ça, j'aurai le X qui sera frontière entre truqué et pas truqué. Bon, il s'agit d'une simple équation du deuxième degré à résoudre. Je vous laisse résoudre par vous-même. Et en fait, vous allez voir qu'on ne peut admettre que 40 piles ou 60 faces, ou bien, le contraire, 60 piles et 40 faces. Donc, dès que vous allez être inférieur à 40, que ce soit pour pile ou face, dès que vous allez être supérieur à 60, que ce soit pour pile ou face, vous vous éloignez trop de la théorie qui est 50-50. Donc, en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Si vous avez moins de 40, que ce soit pour pile ou pour face, automatiquement, vous pourrez vous dire que votre pièce est truquée. Elle ne suit pas la loi uniforme
Et ma foi, le jeu de hasard est automatiquement lié à cette loi-là. Donc, si vous ne la suivez pas, c'est qu'il y a un souci quelque part et un souci de tricherie. Je vais maintenant aller vers l'exemple numéro 2. On va quitter les pièces que l'on lance et on va aller vers une agence immobilière qui a recensé le nombre de biens vendus par agent pour un certain mois. Et en fait, vous avez les possibilités. Il y a des agents qui ont vendu 0 bien, il y en a qui en ont vendu 1, il y en a qui en ont vendu 2, et enfin, il y en a les meilleurs vendeurs qui en ont vendu 3. Et là, on a recensé tout simplement 15 agents ont vendu 0 bien, 18 en ont vendu 1, 11 en ont vendu 2 et 8 en ont vendu 3. Donc déjà, là, je pense à loi discrète, parce que regardez, je n'ai que 4 possibilités, 0, 1, 2 ou 3. Donc là, 4 possibilités, et je ne peux certainement pas avoir des nombres décimaux de biens, c'est donc une variable discrète, ce qui veut dire que je dois essayer de tester une loi discrète. Maintenant, laquelle? Eh bien, pour ça, je fais le graphique de distribution des données, parce que, a priori, la vente des biens, je ne sais pas trop à quelle loi l'attribuer. Donc, je fais ici le graphique de mes données. 0 biens ont été vendus par 15 agents, c'est mon premier point. 1 bien a été vendu par 18 agents, c'est mon deuxième point. 2 biens ont été vendus par 11 agents et enfin 3 biens ont été vendus par 8 agents. Donc ça me fait les 4 points que vous voyez là, distribution discrète, et je les relie artificiellement par une courbe afin de voir quelle est la forme finalement de ma distribution ici des données de l'échantillon. Et je dois comparer ça aux lois discrètes connues. Donc la loi de Bernoulli, et là on sait déjà que c'est mort parce que pour la loi de Bernoulli, seules 2 valeurs sont permises. Ici, vous en avez 4, donc c'est déjà terminé. Maintenant, il nous reste entre la loi binomiale et la loi de Poisson. La loi binomiale voudrait dire que ce sont les valeurs moyennes qui sont les plus probables. Donc ça voudrait dire que les valeurs 1 et 2 sont plus probables que les valeurs 0 et 3. Ça n'en prend pas le chemin. Par contre, la loi de Poisson, bien vous avez des valeurs maximales, non pas pour les plus petites valeurs, mais pour les valeurs juste un petit peu supérieures aux plus petites. Ce qui est le cas ici, puisque la valeur qui a été la plus fréquentée ici, la plus rencontrée, c'est la valeur 1, étant donné qu'elle concerne 18 agents. Ça, c'est le maximum, c'est l'effectif maximum. Donc, ma foi, je vais essayer de tester une loi de Poisson. Loi de Poisson, normalement, donc c'est pour les événements rares. Oui, finalement, vendre un bien, c'est quand même relativement rare. On ne vend pas 10 maisons par jour, sauf si on est une grosse agence, mais on n'était pas dans ce cas de figure-là. Donc, ma foi, à la fois par le sujet et par le graphique, eh bien, je pense que c'est la loi de Poisson qui est derrière mon échantillon et je vais tester par un test du qui-carré pour confirmer ou infirmer cette impression-là. Je reprends ici mon petit tableau et je vais compléter maintenant parce que ici, je n'ai pas la colonne théorie. En fait, il faudrait que je donne les probabilités d'obtenir 0, 1, 2 et 3 par une loi de Poisson. Alors, je me rappelle déjà qu'une loi de Poisson, elle a un paramètre qui est la moyenne. Ce qui signifie que je vais calculer la moyenne arithmétique de mon échantillon. Alors, comment je fais ça? Je fais les produits 0 fois 15, 1 fois 18, 2 fois 11, 3 fois 8. J'additionne ces produits-là et puis je divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total d'agents. Faites le petit calcul, vous allez obtenir une moyenne de 1,23. Donc, en moyenne, un agent a vendu 1,23 biens. Bon, ça, c'est le paramètre de ma loi de Poisson. Alors, maintenant, je vais obtenir les différentes probabilités en installant cette moyenne. Vous voyez, j'ai ouvert un fichier GeoGebra
J'ai demandé une loi de Poisson, j'ai installé la moyenne comme étant de 1,23 et GeoGebra, good boy, me donne absolument toutes les probabilités. Là, vous voyez, probabilité de vendre 0 bien, c'est 0,2921. Probabilité de vendre 1 bien, c'est 0,3595. Probabilité de vendre 2 biens, c'est 0,2212, etc. Eh bien, je reviens alors à mon tableau en notant ces différentes probabilités. Et je commence alors à remplir ma colonne théorie via loi de Poisson. Donc, probabilité de vendre 0 bien, c'est 0,2921. Je l'écris. Probabilité de vendre un bien, c'est 0,3595. Je l'écris. Probabilité de vendre 2 biens, c'est 0,2212. Je l'écris. Et surtout, je ne dois pas écrire la probabilité de vendre 3 biens qui serait de 0,0907. Pourquoi? Bien parce que la loi de Poisson prévoit la possibilité d'aller jusqu'à 7, comme vous voyez. Or, dans mon agence, personne n'a vendu 7 maisons. Enfin, 7 maisons ou 7 appartements. Personne n'a vendu 6 biens non plus. Personne n'a vendu 5 biens. Personne n'a vendu 4 biens. Je suis limitée dans mon échantillon à 3 biens. Et je sais que la somme de toutes les probabilités doit donner 1. Ce qui serait vrai si j'allais jusqu'à 7. Hein. Si vous additionnez les 8 contributions, on va obtenir une somme de 1. Oui, mais ici, moi, je n'ai que 4 contributions. Alors, je vais un petit peu tricher, mais c'est ce que tout le monde fait. C'est comme ça qu'on doit faire. Au lieu de noter pour 3 0,0907, je vais noter pour 3 1 moins la somme des 3 autres probabilités. Donc, je fais 1 moins la somme de 0,2921, 0,3595 et 0,2212. Et j'obtiens alors 0,1272. On force la dernière probabilité, on la modifie légèrement, de façon tout simplement à avoir une somme des probabilités qui vaut 1. Alors, maintenant, je vais transformer ça avec non plus des probabilités, mais des effectifs, en tenant compte de l'effectif de mon échantillon qui est de 52. Donc pour ça, j'additionne 15, 18, 11 et 8. J'obtiens 52 et je vais multiplier par 52 toutes mes probabilités. Donc, je fais 0,2921 fois 52, j'obtiens 15, 18, 92. Je fais pareil pour les autres probabilités et j'obtiens les effectifs théoriques. Alors, ça veut dire quoi? Que dans mon échantillon, 15 agents ont vendu 0 bien. Oui, mais normalement, la théorie attendait de l'ordre de 15 agents aussi. Parfait. Dans l'échantillon, 18 agents ont vendu 1 bien. Finalement, 19 agents auraient dû vendre 2 biens, en arrondissant, si j'avais dû suivre la loi de Poisson. Donc vous voyez, là, je ne suis pas très loin. De 15, je passe à 15. De 18, je passe à 19. Pour 2 biens, mon échantillon a 11 agents. Et bien finalement, c'est 11,5 agents qui auraient dû être prévus. Donc là, vous voyez, je suis déjà confortée dans mon idée que, ma foi, la théorie a l'air de coller pas mal à mon échantillon. Il y a juste peut-être le dernier effectif. 8 agents ont vendu dans mon échantillon 3 biens. Si la théorie de Poisson avait été respectée, j'aurais dû en attendre 7. Bon, c'est un petit peu plus éloigné, on n'est pas des masses éloignées non plus. Donc déjà, rien que par les effectifs théoriques, je vais pouvoir être confortée dans mon hypothèse. Ça a l'air de coller pas mal à une loi de Poisson. Maintenant, pour en être tout à fait persuadée, que vais-je faire? Eh bien, je vais calculer le qui carré. Donc, je fais la différence en l'élevant au carré entre ce qui a été observé dans mon échantillon et ce qui était attendu dans la théorie. Je fais donc pour 0 bien 15 moins 15,1892, j'élève au carré et je divise par l'effectif théorique, c'est-à-dire 15,1892. C'est la contribution du 0. La contribution du 1, ce sera 18 moins 18,6940. J'élève le tout au carré, je divise par 18,6940. C'est la contribution du 1. Il y aurait également, je ne l'ai pas écrite, la contribution du 2.
en faisant 11 moins 11,5024 au carré divisé par 11,5024. Et la contribution du 3, que je n'ai pas écrite non plus, 8 moins 6,6144 au carré divisé par 6,6144. Si vous faites le calcul, et je vous conseille de le faire, vous allez avoir un qui carré de 0,34. C'est un qui carré qui est petit, ça. Donc, normalement, on peut avoir confiance à nouveau entre l'adéquation de l'échantillon avec une population qui suit la loi théorique de Poisson. Alors, pour le confirmer, on va chercher la table. Donc, deuxième colonne, 95% de certitude. Quelle est la valeur de V ici? Eh bien, la valeur de V, c'est le nombre de valeurs. Donc ici, nous en avons 4, puisque nous avons 0, 1, 2, 3, moins 1, automatiquement. Donc ça fait déjà 4 moins 1, moins le nombre de paramètres de la loi. Donc ici, j'avais un paramètre, qui est la moyenne. Donc je fais finalement 4 moins 1 moins 1. Ça me donne 2. Donc ici, je vais chercher la valeur théorique de 5,99 pour mon qui carré. 0,34 est très largement inférieur à ce 5,99, ce qui veut dire que, eh bien, mon échantillon, mon hypothèse était tout à fait correcte, mon échantillon est bien issu d'une population qui suit la loi théorique de Poisson. Voilà, donc vous voyez que le test du qui carré, ma foi, est très facile à utiliser. Il est très efficace aussi. On verra comment l'utiliser pour les lois continues dans la prochaine capsule. Mais si vous avez compris ceci, il n'y a vraiment aucune raison que vous ne compreniez pas la prochaine capsule. Donc, je vous donne rendez-vous pour les lois continues testées par le test du qui carré et je vous remercie beaucoup pour votre attention.